Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour un deuxième live. Donc c'est le deuxième qu'on fait. La semaine dernière, vous aviez été nombreux à nous suivre. Nous sommes à la Maison du Jardinage, dans le 12e arrondissement. Et nous nous apprêtons à retrouver Franck, le jardinier de la Maison du Jardinage, pour une série de questions-réponses telles qu'on l'avait vu vendredi dernier. Donc là, on est à l'intérieur de la Maison du Jardinage. On va chercher Franck. C'est l'occasion pour moi de vous présenter le lieu. Donc nous sommes dans le 12e arrondissement, nous sommes dans le parc de Bercy. Et la Maison du Jardinage vous propose des supports pédagogiques, des ateliers, des conférences tout au long de l'année sur tous les sujets qui concernent la végétalisation. C'est donc, je pense, la ressource principale pour les amateurs de végétalisation de la ville. Que vous soyez association ou particulier, il y a des choses qui vous intéresseront. La dernière fois, lors de la première émission, on avait retrouvé Franck dans cette serre qui est magnifique. Et là, j'entends du bruit. On va aller le retrouver. Donc, actuellement, en période de confinement, je vous rappelle que la Maison du Jardinage est fermée au public, c'est normal. Par contre, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le lieu sur le site Que Faire à Paris et sur les activités proposées par l'équipe d'animation, l'équipe pédagogique de la maison. Vous pouvez aller sur Que Faire à Paris et voir dans le moteur de recherche le programme du réseau d'écologie urbaine. Et vous trouverez toutes les webconférences et tous les lives qui sont proposés pour remplacer tout ce qui a été supprimé par le confinement. Voilà, je crois qu'on a retrouvé Franck. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Alors, tu es prêt pour ce deuxième live? Voilà, je termine de ramasser les feuilles. On est bien en automne. Oui. Avec plein de feuilles. Voilà. Qu'est-ce que tu vas en faire de ces feuilles du coup? Alors ces feuilles, elles peuvent me servir à protéger les plantes. Donc on va voir ça tout de suite. D'accord. Toutes les plantes un peu exotiques qu'on a sur le balcon. D'accord. On va les protéger avec ce qu'on a. Donc on va voir ça tout de suite. Et si on peut, on va les mettre à l'abri. Très bien. Donc on va monter sur la terrasse. Je suis désolé, je peux pas t'aider. Voilà, ça y est. J'ai fini les escaliers. Ah, il y a des personnes, il y a des nouveaux. Je vois que les gens commencent à se connecter. Donc normalement, je pense qu'on va avoir pas mal de questions aujourd'hui. Okay. Là, il y a un usager qui s'était connecté la dernière fois, que je vois, que je reconnais. Bonjour à tous. Merci de nous suivre. Pour information, donc le live du direct du jardinier, donc cette émission aura bien lieu a priori tous les vendredis à la même heure. On a décidé d'en faire quelque chose de récurrent parce qu'il y avait une demande. Et donc je vous invite de toute façon à consulter, comme je le disais tout à l'heure, le Que Faire à Paris. Vous aurez d'autres rendez-vous sur d'autres propositions d'événements en direct. Par contre, le rendez-vous du jardinier se fera systématiquement le vendredi à 13h. Sur le format du rendez-vous du jardinier, je le dis en présence de Franck, ce qui a été convenu, c'est qu'une semaine sur deux, vous aurez une émission qui sera le direct du jardinier et qui vous proposera de poser des questions de jardinage évidemment et de saison évidemment, sur ce que vous avez chez vous comme plantes, comme questions sur vos arbustes, comment protéger, qu'est-ce que vous devez tailler, enfin voilà, tout ce que vous pourriez poser ici si les lieux étaient ouverts. Et la semaine suivante, une semaine sur deux, donc vous aurez un cours qui sera animé normalement par Franck aussi, et qui sera beaucoup plus thématique. Je crois qu'on commence la semaine prochaine avec quelque chose sur la bouture de bois sec, c'est ça? Voilà, les boutures de bois sec. D'accord, parce que c'est le moment. Oui, on est proche de la Sainte-Catherine, le 25 novembre. D'accord. Vous connaissez le dicton. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. D'accord. Donc c'est le moment où on fait les plantations d'arbres, d'arbustes, mais c'est aussi le moment où on fait les boutures de bois à sec. Alors quand on dit bois à sec, et ça on verra la prochaine fois, c'est dès lors que les rameaux ont perdu les feuilles. D'accord. Voilà. Très bien. Donc Bah, là, tu nous en parleras plus oui, peut-être en fin d'émission. Hein. Oui, ok. Voilà. Là pour l'instant le live on l'a prévu à 30, maximum 40 minutes, puisque la dernière fois on a eu un souci technique. Donc aujourd'hui on va essayer de faire court, donc je vous demande de faire des questions rapidement, de ne pas attendre la fin de l'émission. Est-ce que je dois monter, Franck? Oui, oui. D'accord. Là en fait,
nous allons voir les plantes qu'on doit protéger. D'accord. Donc là, ça sera un citronnier. Vous avez remarqué qu'il fait un peu plus frais en ce moment. Donc, on va soit protéger si on ne peut pas les rentrer à l'abri. D'accord. Alors là, on a des feuilles, on peut les protéger avec des feuilles. Soit les rentrer. Donc, Ah, le citronnier, ça y est, je le vois. le citronnier, en fait, voilà. Ici, on va le rentrer pour pas qu'il gèle si jamais. Là, on va vraiment arriver dans les périodes où il peut geler. Donc, je vais le mettre à l'abri. Donc, c'est valable pour toutes les plantes exotiques. Hein. Avant, il y avait aussi le laurier rose qui est là-bas. Mais on s'aperçoit que de plus en plus, les plantes résistent aux hivers, puisque les hivers sont de plus en plus doux. Ça, c'est... D'accord. Donc voilà, du coup, dans la serre, il fait plus chaud. J'enlève juste mon blouson. Là, je referme les portes. Alors je vais, comme tu as un masque aujourd'hui, je vais te demander de parler assez fort, parce qu'il y a des gens qui disent... Oui, on entend moins bien. D'accord, ok. Donc voilà, là on rentre le citronnier. Donc avant de le mettre en place dans la serre, je vais enlever, je regarde s'il y a des maladies sur les feuilles. Bon là je vois qu'il y a des feuilles qui ont tendance à jaunir. Je les compare avec les nouvelles feuilles qui apparaissent pour voir s'il y a un manque d'un élément nutritif, qui peut être l'azote. D'accord. L'azote, c'est l'élément qui va verdir le feuillage. Alors ça peut être aussi une chlorose, qui est due soit à un excès ou à un manque d'eau. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien là. Est-ce que vous entendez? Je demande directement aux personnes qui nous regardent. Bon, du coup là je le place dans la serre. Donc dans un endroit où il y a le maximum de lumière. Donc vous voyez là c'est vraiment par rapport à là où il y a le plus de vitrage. Et là il est à l'abri du gel. Donc je vais faire ça pour toutes les plantes, tous les agrumes je vais rentrer. Les palmiers, sauf le palmier de Chine, qui peut rester dehors même en pot. Alors voilà, je temporise tout ça aussi par rapport au climat qui est en train de changer. On voit bien que les hivers sont de plus en plus doux. Donc, y a certaines plantes qu'on pourrait laisser. Hein. Je vous parlais du laurier rose tout à l'heure sur la terrasse. Le laurier rose, ça fait quelques années qu'on le laisse sur la terrasse et il résiste au froid. Alors que traditionnellement, on les rentre, les lauriers roses. Là, on est sur un citronnier, mais que les choses soient claires pour les personnes qui nous regardent en direct. Tout ce que tu vas nous montrer est valable pour quelqu'un qui aurait le même citronnier sur son balcon et qui voudrait le rentrer dans son salon. Voilà. C'est la même problématique. Voilà. Okay. Alors c'est vrai que du coup, la question c'est est-ce que si je peux pas le rentrer, parce qu'après il faut trouver la place à l'intérieur de chez soi, donc vers une vitre hein, toujours, donc du coup c'est de le protéger. D'accord. Alors là ici vous avez vu j'ai ramassé les feuilles tout à l'heure, donc comme c'est une terrasse et qu'on est dans un parc, on est dans le parc de Bercy, on a toutes les feuilles des platanes qui sont en face, et donc du coup moi j'ai de la matière. Ces feuilles là, je peux les ramasser et les utiliser comme protection. Donc en fait, je fais un tas de feuilles autour de la plante jusqu'à ça de la tige. Je fais vraiment un tas de feuilles dessus. Donc je peux réunir par exemple toutes mes plantes qui sont un peu fragiles, comme les palmiers, les phénix, les palmiers un peu qui vont pas résister au gel, surtout en pot. Et je vais donc regrouper ces plantes-là sur ma terrasse, sur mon balcon, et je vais amasser les feuilles autour. Alors après, le problème c'est vous n'avez pas forcément des feuilles, qui tombent sur votre balcon. Et oui. Donc là, on va utiliser une matière que j'aime pas trop, mais par exemple, vous pouvez récupérer le papier bulle qui enveloppe des colis ou des choses comme ça, et entourer la plante avec le papier bulle. Donc en fait, vous l'entourez en plusieurs couches, de la base du pot jusque à peu près cette hauteur-là par rapport aux feuilles. D'accord. Vous englobez comme la plante comme ça. Et là, ça doit passer toute la période de gel. Donc à partir de maintenant jusqu'au mois de mars. D'accord. Voilà. Juste
Donc on commence à avoir des questions sur le live, donc Ouais, on va commencer. d'accord. Je vais commencer à t'interrompre de temps en temps. Ouais. Ce que tu viens de dire avec cette histoire de papier bulle récupéré dans les colis, on le fait si on laisse notre plante à l'extérieur. Oui. Évidemment, si on la rentre comme tu as rentré ton citronnier, pas besoin Pas besoin. d'envelopper Ouais, l'arbuste. D'accord. exactement. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Alors, est-ce que tu permets que je te pose des questions? Là, j'ai quelqu'un qui, c'est gentil, j'ai quelqu'un qui me dit, qui me demande ce qu'elle doit faire des tiges qui, dans ses pots, n'ont plus de feuilles et qui semblent se dessécher. Pour y rester quelque chose à faire? Alors, On laisse comme ça Ce ou... sont des tiges de quelle plante? Alors, je ne sais pas. Dorica casta, est-ce que tu peux nous dire de quelle plante tu parles? Ah, j'ai un autre utilisateur Ouais, qui nous parle de son ficus. Alors, d'accord. il a un ficus et il voudrait couper quelques branches. Est-ce que c'est l'époque de le faire? Est-ce qu'il ne risque pas de le mettre en danger? Alors, les ficus, là on parle des ficus qui sont utilisés en plante d'intérieur, En comme pot, le oui. ficus benjamina. Alors je sais pas lequel il a, si c'est un benjamina ou un autre. Enfin le plus courant c'est le benjamina, je regarde si j'en ai un à côté. Alors, on va en trouver un. Je te suis. Voilà, le ficus benjamina c'est celui-là. Vous voyez? Donc dans la D'accord. nature c'est un arbre assez grand. D'accord. Effectivement en plante d'intérieur c'est une plante assez courante. Alors ce qu'on va faire en fait, c'est que, et là vous voyez on aura besoin de le faire, dès maintenant effectivement, on peut couper toutes les tiges nues. Comme ça, D'accord. toutes les petites tiges. Donc Ça- avec un sécateur propre et nettoyé, qui coupe bien, on va enlever toutes ces petites branches-là. Après, le problème qu'on a souvent, c'est la taille. Euh, donc on peut les rabattre, mais il faut pas faut rabattre au maximum un tiers de la plante. Voilà. Il ne faut D'accord. pas la couper à la moitié. Si D'accord. on a vraiment une plante qui prend trop d'espace dans les ficus, on va les couper, on peut les couper en hauteur en fait. D'accord. Mais pas trop bas, parce qu'après il faut qu'elle se régénère, qu'elle refasse des feuilles. Alors généralement pour celui-là, le ficus benjamina, il met un certain temps pour pousser et pour devenir grand. Et il n'aime pas trop être taillé. Donc celui-là spécifiquement, hein, on va tailler juste le bout des branches pour qu'ils se refournissent après. D'accord. Donc ça, on peut en gros le faire toute l'année, sauf dans les périodes, par exemple en plein été où il fait très chaud. Mais en ce moment, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on D'accord. peut les tailler, ces plantes. C'est-à-dire que nonobstant de l'espèce ou de la race ou de l'essence du ficus, on peut le tailler sans danger pour lui, que ce soit celui-ci ou un autre. Ouais, alors après, c'est pour ça que je parlais bien. Je faisais une distinction dans les ficus parce que j'en ai pas, parce qu'il y a les ficus Alors, lirata. il nous confirme que c'est un Benjamina. Hein. Benjamina, ouais. Benjamina. Donc c'est ça, voilà. Il faut faire, voilà, je dis, vous taillez. Maintenant, il faut faire doucement. Les tailles, il ne faut pas le rabattre à la moitié. Ouais. Il faut vraiment le rabattre au maximum à un tiers de sa taille. Si il est trop grand et qu'il va toucher le plafond. D'accord. Voilà. Et sinon, si pour le remplumer entre guillemets, c'est-à-dire qu'il refasse de nouvelles feuilles, on peut couper les jeunes feuilles, les extrémités. Comme ça. D'accord. Voilà, pour le refournir un petit peu. Très bien. Et Parfait. celui qu'on va vraiment tailler très fort, je sais pas, alors j'en ai pas d'exemple ici, c'est le ficus lirata, celui qui fait des feuilles en forme de lyre, avec des grandes feuilles un peu sèches. D'accord. Celui-là, on peut le rabattre de moitié. Voilà, pour le régénérer, s'il pousse trop, ce qui va pousser plus vite. Très bien. Ah, il nous dit que le sien a des feuilles vertes et blanches. Ouais, donc c'est un panaché. C'est un panaché. C'est un ficus benjamina panaché. Très bien. Je t'en prie. Donc, est-ce qu'il y a des questions sinon? Alors, j'avais une autre question, mais je ne la comprends pas. J'ai Charles Winger qui demande quelle épaisseur les feuilles et quid des feuilles mouillées. Alors ça, c'est les feuilles que tu récupères et que tu peux utiliser, je pense, pour protéger ton pot. Bonne question. Alors effectivement, là, j'ai parlé de platane. Donc les feuilles de platane, on sait, elles sont vernissées, c'est-à-dire qu'elles ont une protection comme un vernis, et elles sont épaisses. Donc si on devait les employer pour les composter, elles se décomposeraient très lentement. Donc là, du coup, par contre, comme c'est une protection, on peut les employer sans problème. Après, si elles sont humides, puisque maintenant, là, les feuilles, vous voyez ce que j'ai balayé dans les escaliers tout à l'heure, les feuilles étaient plus ou moins sèches. Bon, c'est pas grave, avec le vent, elles vont sécher. Et là, on a des plantes qui sont en pot, qui sont donc protégées au niveau du pot. Donc on les utilise aussi, même si elles sont mouillées. Alors évidemment, si elles sont trempées, c'est un petit peu plus embêtant parce qu'on va mettre en fait un volume de feuilles autour de la plante, ce qui va créer une humidité.
Donc c'est un peu le danger de la protection avec les feuilles. Ce qu'on aura d'une autre façon avec le papier bulle. D'accord. C'est-à-dire que toute protection, on doit pouvoir l'aérer de temps en temps. Par exemple, quand on va avoir des journées, quand il y a des belles journées, et puis vérifier aussi l'arrosage. Si on peut soulever un petit peu le paillage ou le papier de protection pour vérifier en touchant le substrat s'il s'assèche ou pas. D'accord. Ça, c'est par exemple quand il y a des périodes, en hiver, il peut y avoir des périodes où il ne pleut pas, où le temps est sec et ensoleillé. Et donc, du coup, on surveille l'état de sa plante quand même. En sachant qu'elle est quand même ralentie par rapport au fait qu'on est dans une période où on est en jour court. Donc, on a beaucoup moins de luminosité. Très bien. Voilà. Ok. Alors, on a reçu aussi d'autres questions par d'autres biais qu'Insta. Il y avait des gens qui nous demandaient, il y a eu régulièrement il y a des distributions de bulbes. Il y a quelqu'un qui nous a demandé si il était encore temps de replanter des bulbes qu'il avait retrouvés dans les sachets. Ouais. Alors, est-ce que c'est l'époque? Ouais. Alors l'idée, les bulbes de floraison printanière, comme les crocus, les narcisses, les jacinthes, etc. On les plante en automne, à partir de la fin du mois d'octobre jusque, allez, on va dire fin novembre. Donc c'est le moment, tant qu'il ne gèle pas. Parce qu'évidemment, s'il gèle, vous ne pouvez pas le planter dans un sol. Et l'idée, en fait, comme pour les bisannuels, pour les bulbes, c'est de les planter avant qu'ils gèlent. Donc ça dépend, en fait, des fois, ils gèlent dès début novembre. Alors, mais c'est la période, oui, effectivement. L'usager parlait de jacinthe, enfin, je crois qu'il voilà, avait vraiment... oui, il peut les planter. Alors ça dépend dans quoi, mais même dans les jardinières. En jardinière, ça prendrait. Ouais, c'est bon. Très bien. C'est possible ok. en ce moment. Je te propose qu'on continue la protection de... Enfin, est-ce que tu Alors, pourrais nous montrer? Voilà, moi je l'ai rentré, donc celui-là je ne le protégerai pas. Mais déjà, je ne sais pas si dans le principe c'est clair ce que j'ai dit. Au niveau, soit on utilise des feuilles, mais ça, c'est pas évident d'en avoir. Soit on utilise des... Alors je parlais du papier bulle parce qu'il offre une vraie protection. Puisqu'on a des bulles d'air, et c'est ces bulles d'air, en fait, cet air-là, qui va faire des cloisons qui vont isoler du froid. D'accord. Ok, bah, très bien. Moi, je pense que ça a été clair pour moi. Donc, moi qui ne suis pas jardinier, je pense que ça a été clair pour les fans qui suivent. J'avais une question tout à l'heure. Donc, on a vu la protection du citron, mais on a eu une autre question sur le fait de pouvoir tailler les citronniers, les orangers, tu sais, qu'on vend en magasin et qui sont en pot. Ouais. Est-ce que en ce moment, parce qu'il commence à faire froid, ouais. Est-ce que il est temps ou est-ce qu'il est nécessaire de les tailler ou est-ce qu'on les laisse vivre leur vie? Alors en fait, on va commencer à tailler les agrumes que lorsqu'ils vont avoir une certaine taille et un tronc assez important. Là, ceux que vous venez d'acheter, il ne faut pas trop y toucher en fait. Il y a une chose que vous pouvez faire quand vous achetez même un pied qui fait 80 à 1 mètre de haut. Pour l'instant, vous n'y touchez pas trop. Vous pouvez tailler, comme je vous ai montré, vous enlevez les feuilles qui sont séchées, etc. Mais on ne les taille pas pour l'instant. Par contre, ils peuvent avoir besoin, même dès que vous les achetez, d'être rempotés. Parce qu'ils sont vendus en fait dans un substrat qui est souvent de la tourbe, et donc qui est un substrat qui est peu nourricier. Donc du coup, en fait, dans les jardineries, etc., il est sous perfusion d'un engrais liquide qui est absorbé par la tourbe. Et dès lors qu'il est vendu, il n'est plus sous cette perfusion. Donc il va avoir un moment où il ne va plus avoir à manger. D'accord. Et donc du coup, la première chose qu'on devrait faire pour 99% des plantes qu'on achète en jardinerie, c'est de les rempoter. Tout de suite. Ouais. D'accord. Dans un pot qui est équivalent ou une taille au-dessus, suivant le développement de la plante et de son système racinaire. En tenant compte de ce que tu nous as montré la semaine dernière, voilà. Puisque tu as rempoté. Voilà. Ouais. Donc le substrat, c'est... je ne sais pas si je peux faire un petit rappel là-dessus, du coup, pour vous montrer les éléments du substrat, je vais vous les montrer. Il faut un élément nutritif. Donc là, on a du terreau, c'est l'élément nutritif. Un élément qui va retenir l'eau. Donc on a un élément fibreux. Alors on n'emploiera pas de la tourbe, je le répète, parce que la tourbe, c'est la nature qui la fabrique sur des milliers d'années. On va utiliser des déchets industriels de la noix de coco, les fibres de coco, qui vont à peu près avoir les mêmes propriétés de rétention d'eau. Et le pendant de la rétention d'eau, c'est le drainage qui est assuré par le sable. Donc le sable idéal,
en horticulture, c'est le sable de Loire. Il est neutre, il est ni calcaire ni acide. Et donc du coup, il convient. En plus, il est ni trop gros ni trop fin. Et surtout, c'est pas du sable qui est récupéré sur les plages, puisqu'il y aura du sel dedans. Très bien. J'ai eu un mélange des trois. Hein, pour le... Oui. Ça... Avec moins de sable que des deux autres. À la rigueur, est-ce que tu pourrais nous remontrer? Alors, je sais que les personnes qui ont suivi la première émission étaient... on va avoir une impression de redite peut-être par rapport à la semaine dernière, mais nous n'avons pas réussi à enregistrer l'émission et du coup, on a perdu le contenu. Oui. Donc, vous voyez, le résultat, ça donne ça. Donc, on voit, il y a du sable et bon, là, il est sec. Hein. Votre substrat, il faut le garder un petit peu humide. Et ça, je vais le garder. Si tu le permets, j'ai juste quelqu'un qui me demande depuis tout à l'heure et du coup, j'ai pas réussi à la poser sur les bulbes dont on a parlé il y a quelques minutes. Est-ce qu'on doit maintenir le paillage? Est-ce que c'est nécessaire? A priori, si tu plantes tes bulbes... Alors en fait, là c'est quoi? C'est dans les jardinières? Le paillage, je pense que c'est en extérieur. Je ne sais pas. Aussi, ouais. Charles Eutzinger, est-ce que vous pouvez nous dire si la question sur les bulbes concerne une plantation en extérieur ou en jardinière ou en pot? Il demande aussi, est-ce qu'on émonde les racines? Émonde? Oui. Pour quelle plante? Je ne sais pas. Ce n'est pas indiqué. Pour les arbustes, Parce que émonder les racines, ça veut dire quoi pour lui? Ça veut dire les tailler, en fait? C'est ça? Oui, Charles, est-ce que tu peux nous préciser est-ce que tu peux spécifier ta question? Émonder les racines, qu'est-ce que c'est? Parce que, a priori, Franck n'a pas compris la question et moi non plus. Donc, revenons, en attendant qu'il réponde, revenons au mélange de substrats. Alors, donc du coup, moi j'ai des espèces de doses comme ça, ce qui me permet de faire des proportions. Mais en fait, quand on fait le mélange, on va utiliser la vue, mais aussi le toucher, pour voir si c'est trop riche en terreau, donc ça va être plus compact, ou trop riche en fibres, ou s'il en manque. Donc on fait un mélange en fait avec les deux. Alors vous voyez, quand elles sèchent, elles ont tendance à s'agglomérer comme ça. Ouais. Faut pas laisser. Donc voilà, je fais un mélange et au fur et à mesure, en fait, voilà, je fais le mélange comme ça. Et Charles qui nous confirme que c'était en extérieur. Il parlait bien des bulbes en extérieur pour le paillage. Alors pour les bulbes, le problème du paillage, quand on fait des plantations, quelles qu'elles soient, c'est que quand on vient de faire les plantations, il y a les bulbes d'un côté qui sont dans la terre, ça ne changera pas grand-chose pour eux, sauf que ça va, en hiver et surtout en automne où il y a plus de pluie, on va tendance à si on laisse le paillage, ça va avoir tendance à garder l'humidité au niveau de la surface du sol. Normalement, les bulbes, les bulbes, on les plante avec les bisannuelles, notamment dans les jardinières, mais aussi dans les massifs. Et on ne paille pas tout de suite. On attend que les plantes elles prennent alors je ne parle pas des bulbes, mais des plantes qui sont autour, qui prennent un certain volume en fait, et après on paille. D'accord. Mais du coup, effectivement, on peut pailler par-dessus les bulbes après. Très bien. Je sais pas si. Et il y avait une question tout à l'heure d'une personne qui demandait pour des tiges nues. Alors je demandais, mais de quelle plante s'agit-il? Et il n'y a pas de retour par rapport. Je n'ai pas eu de réponse par rapport à ça. Bon. Donc voilà. Donc là, je fais un mélange. Je ne sais pas si c'est clair en fait, pour le mélange que je fais. J'ai mélangé du terreau, qui est la partie nutritive du substrat, avec de la fibre. Là, c'est de la fibre de coco. Pour créer un substrat qui va servir à rempoter les arbustes que vous achetez, que vous récupérez. Alors je dis vous achetez parce que tout à l'heure, évidemment, j'avais dit quand vous achetez ça dans une jardinerie ou chez un fleuriste, etc., les plantes, elles sont dans un milieu qui n'est pas approprié pour durer. Donc, quand je mets le sable, alors, je l'en mets, vous voyez, j'y vais tout doucement pour le sable. Parce que très vite, donc le sable, il va servir à drainer l'excès d'eau qu'il y a dans le. Et là, je fais bien un mélange de tous les éléments. Je ne fais pas des couches. D'accord. Vous voyez, je mélange tout. Voilà. Donc là, j'ai fait un substrat, je ne sais pas si on arrive à bien à voir, qui va être valable pour l'ensemble des plantes d'intérieur. Après, il y a des cas particuliers, comme les plantes succulentes,
où évidemment, on va mettre beaucoup plus de sable pour drainer l'excès d'eau. Très bien. J'espère que ça répond bien à la question. Je pense que oui. Je vais reposer ça. Alors il y a Charles qui nous dit émonder pour mettre en contact la racine et le terreau. Alors, donc du coup, c'est le terme émonder que je ne comprends pas en fait. Si c'est émonder, c'est tailler, ou si c'est autre chose. Écoute, Charles, c'est toujours pas clair. Est-ce que je lis bien le commentaire, on lit tous ton commentaire sur Le Monde pour mettre en contact la racine et le terreau. Il faudrait juste spécifier ce que tu veux dire par là. Est-ce que tu parles de tailler les racines? Est-ce que tu parles de tasser la terre? Enfin, il faudrait que ce soit plus clair. Très bien. Toujours sur la protection des plantes en hiver, puisque ça semble être le sujet. Ouais. Est-ce que tu as d'autres recommandations pour les personnes qui suivent? Par exemple, là, comme on arrive près des plantes succulentes, en fait, c'est aussi un sujet, puisque les plantes succulentes, que ce soit des cactacées ou d'autres plantes, hein, comme les euphorbes, elles aiment bien être très aérées, et donc souvent on les sort, même si on a une terrasse ou un balcon, on les sort en été. Et donc c'est aussi le moment de les rentrer. Et celles-là, on ne pourra pas faire vraiment de protection à l'extérieur. Donc le mieux, c'est quand même de pouvoir les rentrer dans la partie la plus lumineuse de la maison, ou de l'appartement. Alors sur les choses encore qu'il faut faire en ce moment, c'est-à-dire en novembre, ouais. Là on a abordé la protection, ouais. Bon, tu peux continuer à dispenser tes conseils en direct là-dessus, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres sujets sur lesquels il ne faut pas trop attendre parce que on sait qu'il va faire de plus en plus froid? La taille, les tailles, donc on taille les grimpantes, certaines grimpantes comme la vigne vierge, l'hortensia grimpant aussi, on le taille maintenant. Donc c'est des tailles de nettoyage. Donc par exemple, alors là je ne sais pas si on aurait peut-être pu sortir pour voir, je sais pas, à l'extérieur de la maison par rapport à la vigne vierge. On peut, oui. Si on a le temps. Allons-y. Du coup, comme la question est posée, on va partir là. Pendant qu'on marche jusqu'à l'extérieur, j'ai eu une autre question. Ouais. Alors c'est drôle, c'est quelqu'un qui nous montrait les feuilles en début de live là. C'est quelqu'un qui dit qu'à la campagne, il a beaucoup de feuilles dans son jardin. Ouais. Et du coup, lui, il aborde ça du côté compost. Il se demande s'il doit déposer, s'il peut continuer à traiter son compost de la même manière ou si l'hiver, il y a un traitement différent au composteur. Alors en fait, il faut surveiller de la même façon en hiver, c'est-à-dire toujours respecter l'équilibre entre les matières carbonées et les matières azotées. Alors je peux faire un petit rappel sur ce que sont les matières azotées et les matières carbonées. Ouais. Donc, les matières azotées, c'est tout ce qui est vert, mou et humide. Et les matières carbonées, c'est tout ce qui est marron, dur et sec. D'accord. Donc si c'est une feuille sèche, par exemple, les feuilles qui sont ici, c'est des feuilles de platane, mais qui sont sèches, on va plutôt être dans du carboné. Vous voyez, c'est le côté ligneux de la feuille. Et si on est là, dans le contexte de matière carbonée, et les feuilles comme ça, c'est les matières azotées. Donc là, on est vert, mou et humide. D'accord. Voilà, donc même en hiver, on continue. Et alors par contre, effectivement, pour le compost, ce qu'on va faire attention en hiver, c'est de protéger, s'il y a trop de pluie, le compost d'un couvert quand il pleut, pour pas qu'il y ait trop d'eau, que ça soit trop détrempé. Maintenant, voilà, je ne sais pas si c'est ça la il voulait savoir si déjà il pouvait continuer à mettre une grande quantité de feuilles dans son composteur. Alors en sachant que ce qui va ralentir la décomposition dans le composteur, c'est le froid. C'est-à-dire que la chaleur accélère la décomposition, le froid la ralentit. Donc on va faire attention, avant de bourrer de feuilles constamment, de vérifier si le compost il évacue bien l'excès d'humidité, l'excès d'eau. C'est pour ça que je dis au départ, il faut toujours vérifier l'équilibre entre les matières carbonées et azotées. Et comment ça se vérifie? Par l'humidité du compost. Si c'est trempé, c'est que souvent il y a trop de matière azotée. Si c'est trop sec, c'est que souvent il y a trop de matière carbonée. D'accord. Voilà. Donc les feuilles, suivant les feuilles qu'on met dedans, ça va aller d'un côté ou de l'autre. Bien sûr. Mais au niveau de la quantité, on ralentit un petit peu. Très bien. Donc, on voit autour de la maison, on a une vigne vierge qui court sur le mur.
Donc voilà, là c'est le moment de la tailler. Donc ça va être une taille de nettoyage. Alors, je vais me mettre devant comme ça, vous voyez le mur de ce côté-là. La voici. Vous voyez toutes ces jeunes pousses là, on va les tailler en fait. On va les enlever. Les tailler. Du coup, ça marche aussi pour des gens qui habitent en appartement et qui ont des choses qui courent sur leur mur. C'est ça, exactement. D'accord. Là, je donne les plantes qu'on taille. Hein, donc, Oui. je parlais de la vigne vierge, en plus on en met. Voilà, c'est le moment de faire ça, donc on enlève, vous voyez, ça gronde comme ça. Et on les taille. On les coupe avec une cisaille ou un sécateur. D'accord. Après, pareil, au niveau de la... Là, ce qui va arriver, en fait, en hiver, c'est que toutes ces feuilles-là, elles vont tomber. Donc on aura, en plein hiver, un mur complètement nu. Donc on va tailler toutes ces jeunes tiges avant, et on aura un mur complètement nu qui va redémarrer au printemps. D'accord. Vous voyez, si vous regardez ici, on voit déjà là tout en haut, je ne sais pas si vous arrivez à voir, que ça se déplume en fait. Oui, on voit. Oui. Vous voyez, les feuilles, elles commencent à tomber. Donc quand on sera au cœur de l'hiver, il n'y aura plus de feuilles du tout, hein, plus du tout. Mais si on regarde tout en haut au niveau de la gouttière, les nouvelles pousses en fait, elles vont dans la gouttière. Et donc elles risquent de la boucher. Donc c'est pour ça que là, la dernière taille, c'est au mois de novembre. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle cherche la gouttière? C'est l'humidité, c'est... En fait, déjà, c'est une plante qui est très vigoureuse. Donc quand on regarde les pieds ici, on les voit. En fait, elle s'arrête. Vous voyez le pied de la vigne vierge. Vous voyez, ça fait des troncs, quoi, carrément. Ouais. Donc ce pied-là, en fait, il va monter s'étalant, voilà, il va monter jusqu'en haut. Et la plante, elle continue de pousser tout le temps. Si elle a un support qui est plus haut, elle va monter plus haut. Donc là, là on arrive sur le toit, elle va continuer sur le toit. Il n'y a pas d'autre manière de limiter la croissance d'une vigne que la taille? La vigne vierge, là je parle de la vigne vierge. Oui, la vigne vierge. Non. D'accord. Non. Ah, il y a Charles qui nous dit que... Alors c'est peut-être en réponse à notre question sur sa question. Ouais. L'émondage, c'est enlever un peu de tourbe. Donc est-ce qu'il faut enlever de la tourbe? Alors moi j'utilise pas de tourbe, hein, je vous dis pourquoi. Donc du substrat qui serait sur les racines. Alors généralement, quand on repique une plante, enfin quand on rempote une plante, pardon, on essaye d'enlever le moins possible de substrat au pied des racines. D'accord. Dans la nature, une plante, elle est pas rempotée. D'accord. Donc en général, les plantes n'aiment pas qu'on en enlève le substrat qui colle aux racines. Ouais, on entend le... On va rentrer par là. Du coup, pendant qu'on fait le chemin pour rentrer, j'ai quelqu'un qui me pose la question, qui rebondit sur le compost et qui dit si on trouve plus de verre en ce moment, comment faire pour équilibrer? Si on trouve plus de verre, de matière verte, parce que tout a séché. La nature est bien faite, c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu, c'est que là on ralentit le compost. On ralentit l'apport de toutes les matières. On en met moins, voire à un moment donné on peut arrêter. Si votre compost il est, parce qu'il y a des composts à l'intérieur, mais là je pense que c'est dans le cas des composts qui sont à l'extérieur, avec le froid tout se ralentit. Donc du coup on ne va pas apporter trop de matière. Et après, les matières azotées, ça peut être aussi les déchets de cuisine, les épluchures. C'est ça, en appartement, c'est surtout ça d'ailleurs. Donc en appartement, on peut. Mais ça, vous allez l'observer, en fait, c'est votre observation qui compte. Hein. Vous regardez si ça commence à se tasser, ça se voit, quoi. Si la matière ne se décompose pas, c'est que on est dans une période où c'est ralenti, donc. On ne sature pas le composteur. On ralentit la dépose des matières dedans. Ça me semble clair. Voire à un moment donné, on peut arrêter. Hein. Et c'est vrai que la question était, moi je me la serais posée aussi, dans la mesure où en ce moment on a beaucoup de matières qui tombent des arbres et donc du coup ça donne des matières sèches et pas des matières azotées, comme tu le disais tout à l'heure. Du coup ça risque de... On se dirait que ça déséquilibrera la composition. Okay. Par contre, ces feuilles qu'on peut récupérer, si vous avez un jardin, vous pouvez les utiliser en paillage. D'accord. Alors ça c'est intéressant parce que le paillage, tu as montré tes feuilles tout à l'heure pour la protection. On sait tous ce que c'est que le mulch, puisqu'on en utilise, on en voit régulièrement dans les espaces verts. Il y a quelqu'un qui nous pose une question sur le mulch. Est-ce que
le mulch avec des feuilles, est-ce qu'il faudrait éviter certaines espèces d'arbres ou d'arbustes qui pourraient Alors là, ne pas convenir? D'un autre côté, la feuille idéale, c'est la feuille de chêne. D'accord. Alors là, j'en ai pas ici, il faut aller dans le potard. Parce qu'elle est gaufrée, elle est sèche, elle est fine, donc elle est parfaite. Donc ça veut dire que si vous faites un tas de feuilles de chêne en paillage, vous allez avoir une bonne aération. Parce que le paillage ne doit pas empêcher l'aération, ne doit pas empêcher l'air d'aller complètement dans le sol. Ça doit circuler un petit peu quand même. Et la pire des feuilles, c'est celle-là, hein, pour le paillage. Hein. Enfin, pour le paillage, au niveau de la décomposition, c'est la feuille de platane. D'accord. Comme j'ai dit tout à l'heure, alors je suis trompé, hein, c'est pas la pire des feuilles, mais c'est celle qui va être la moins respirante. Elle met beaucoup plus longtemps à se décomposer. Et qui ne va pas se décomposer. Alors c'est vrai que pour le paillage, c'est pas tellement la décomposition qu'on cherche, c'est la protection. Du coup, là on voit ici, on a des feuilles de platane et des feuilles de vigne vierge qui sont beaucoup plus fines. Alors là, je ne sais pas si ça se voit, mais elle est beaucoup plus fine. Alors celle-là, elle se tient. Donc on peut mélanger. Alors si on n'a que des feuilles de platane, on peut éventuellement les broyer. Plus on va faire des petits bouts en fait pour les feuilles de platane, plus. Ah, tu peux le faire à la main, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas un broyeur de végétaux chez lui, après, surtout là, à Paris. Je montre en fait. Oui. Voilà, si tu fais un paillage très fin comme ça, ça sera moins pire en fait. On n'aura pas une grande surface qui va et ça se décomposera mieux, plus rapidement. En plus. D'accord. Ah, j'ai un usager qui me demande si on peut tailler la vigne aussi en novembre. Ça, elle vient d'arriver. La vigne, alors pour le coup. La vigne qui fait du vin, du raisin. Oui, je pense, oui. Ouais, on va commencer à tailler, là à la fin du mois, on commence les tailles de vigne. D'accord, on attend encore un petit peu alors. Ouais. D'accord. On peut commencer, hein. Après on a des dates en fait par rapport au mois, mais la réalité c'est qu'on s'adapte au climat. D'accord. Très bien. Bon, de toute façon, la taille de vigne, si j'ai bien compris, on aura l'occasion d'y revenir sur la session en direct de la semaine prochaine. D'accord, donc bon. J'ai l'usager de tout à l'heure qui me demande ce que c'est que le mulch. Le mulch, c'est un terme. C'est vrai qu'on l'a pas dit. C'est un terme anglais qui pour nous, on appelle ça, enfin en français, on appelle ça le paillage. D'accord. Donc c'est une protection du sol par des matières organiques. Donc les matières organiques, c'est tout ce qui est issu du vivant, animal et végétal. Alors là, essentiellement, je parlais des feuilles. Hein. Voilà, ça c'est de la matière organique qui est issue du monde végétal, du règne végétal. D'accord. Très bien. Le mulch, c'est une protection du sol. Alors pour qu'il soit efficace, il faut qu'il fasse entre 10 et 15 cm d'épaisseur. D'accord, très bien. Eh bien écoute, moi je te propose de rentrer, on arrive au terme de l'émission. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu vas nous présenter vendredi prochain, sachant que les usagers là, qui nous regardent, s'ils sont intéressés effectivement par la thématique de ce qui est bouturage de bois sec, pourront retrouver des choses parce que sur les réseaux sociaux de Végétalisons Paris, nous allons mettre du contenu et éventuellement on va les préparer, faire en sorte qu'ils puissent effectivement te suivre et faire la même chose chez eux s'ils le peuvent évidemment. Ouais. Ça peut être compliqué parce que tout le monde n'a pas de vigne. Voilà, parce que dans les boutures de bois sec, moi je vais prendre des végétaux que j'ai ici et surtout ce que je vais montrer c'est un type de bouture de bois sec qui s'appelle la bouture en crossette. Et donc c'est une bouture qui se fait sur le bois de 2 ans, qui est un bois perpendiculaire aux deux années qui suivent. Enfin c'est un peu compliqué comment je dis ça, mais du coup je voulais vous le montrer. D'accord. Donc du coup de regarder dans la vigne à quel endroit je peux faire ça et essayer de vous le montrer en repérant le bois de l'année, le bois de l'année dernière et le bois il y a 2 ans. D'accord. Voilà, c'est le but en fait. Et puis après, comment je fais ma bouture et puis tout ce que où je vais la mettre, etc. N'en dis pas plus, il faut en garder pour vendredi. Ouais. Bon écoute, je te remercie de nous avoir accueillis à la Maison du Jardinage. J'invite tout le monde à aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Que faire à Paris, parce que c'est vrai que nous, on a mis en place des lives. Mercredi cette semaine, on était en direct de la ferme de Paris. La semaine prochaine, il y aura encore 2 nouveaux lives, donc informez-vous, regardez. Nous, on communiquera dessus sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez aller regarder sur le programme du réseau d'agriculture urbaine
qui recense un peu toutes ces activités. Et puis on a des conférences aussi. Exactement, mais elles sont dessus, Tes collègues de la Maison du Jardinage organisent des ateliers des conférences. Qu'on peut faire en 8 conférences. Ah, il y a des remerciements. Et puis, comme la semaine dernière, je vous invite à poser vos questions en commentaire. Franck ne manquera pas de nous apporter les réponses pour que vous ayez tout ça rapidement sur les réseaux sociaux directement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.